Bruno Gollnisch, bonjour. Bonjour. L'actualité en ce 2 février est marquée notamment par le Penelope Gate. C'est quelque chose qui menace la candidature de François Fillon? Je le crois, mais j'ai pour principe de ne pas hurler avec les loups. C'était même l'attitude que j'avais adoptée, même à l'égard de quelqu'un que je n'aime pas particulièrement, qui était M. Strauss-Kahn. S'agissant de M. Fillon, d'ailleurs... Ministre de l'Éducation nationale en 2005. J'aurais des motifs de citer à son égard l'adage latin célèbre « Odie mihi cras tibi », aujourd'hui c'est mon tour et demain c'est le tien. Car j'ai souvenir que quand en 2005, j'ai fait l'objet d'une abominable campagne de presse simplement pour avoir répondu à des journalistes piégeux qui essayaient de m'emmener sur le terrain des chambres à gaz, des camps de concentration, etc., que tout cela relevait du débat des historiens, pour avoir prononcé le mot « débat », j'ai été poursuivi professionnellement, pénalement, etc., avant que d'être blanchi par un éclatant arrêt de la Cour de cassation. Mais dès le torrent médiatique, dont je sais par expérience qu'il est très difficile de lutter contre, M. Fillon, alors ministre de l'Éducation nationale, bras dessus, bras dessous, avec M. Perben, ministre de la Justice, ont fait le déplacement à Lyon pour promettre ma tête au CRIF. Eh bien, malgré cela, je ne l'accable pas. Je ne l'accable pas et je dois dire même que je fais sur cette affaire des réflexions que d'autres ne font pas. En particulier, je suis quand même effaré de la célérité du parquet. On disait qu'en France, la justice n'était pas très rapide, qu'elle se hâtait lentement. Là, le parquet annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire, ce qui, pour la plupart de nos compatriotes, équivaut pratiquement à une admission de culpabilité. Si c'est le procureur de la République qui décide que vous avez été d'enquêter sur vous pour escroquerie, détournement de fonds, abus de biens sociaux, que sais-je encore, vous êtes coupable. Eh bien, on décide cette enquête préliminaire le jour même, pratiquement, de la parution du journal. Ça me paraît stupéfiant. On sait que le parquet est aux ordres, quoi que l'on en dise, du pouvoir. On devrait savoir que le parquet financier a été créé après l'affaire Cahuzac, précisément, sans doute, dans l'intention de trouver quelques scandales à droite qui permettraient d'équilibrer la mauvaise réputation que la gauche s'était acquise à cette occasion. Moi, je trouve ça quand même très inquiétant, parce que jusqu'alors, il n'y avait pas de plainte, il n'y avait pas de partie civile. Le Parlement français ne s'était pas prononcé. L'Assemblée nationale aurait pu se saisir de la question. Son bureau statuait. Après avoir entendu l'intéressé, non. On ouvre immédiatement une enquête et on perquisitionne dans les bureaux d'un député. Cela me paraît contraire à la séparation des pouvoirs. Parce que qu'y a-t-il de plus intimement lié à l'exercice du pouvoir législatif que la relation entre un député et son assistant parlementaire? Alors, je ne dis pas que Mme Penelope Fillon a travaillé assidûment au service de son député de mari ou sénateur. C'est vraisemblable que ça sera un petit peu difficile à établir, mais ceci me laisse quand même une impression de malaise. Et je trouve étonnant que personne ne relève quand même qu'au regard du principe de la séparation des pouvoirs, cette affaire est assez douteuse, somme toute. Donc pour vous, M. Fillon est blanc comme neige dans cette affaire? Non, pas du tout. Je ne dis pas ça du tout. Je dis qu'il est stupéfiant que sur un simple article de presse, donc une dénonciation qui vient de tiers, qui ne sont pas directement intéressés dans l'affaire, qui ne sont pas victimes, qui ne sont pas... Bon, sur un simple article de presse, immédiatement le parquet déclenche une enquête préliminaire. Demain, n'importe quel follicule, n'importe quel journal, n'importe quel canard, en l'occurrence, va dire que vous ne travaillez pas aux fonctions pour lesquelles vous avez été nommé, et immédiatement la justice va s'en saisir sur cette dénonciation. C'est étonnant. Alors, ce que d'autres trouvent étonnant, Bruno Gollnisch, permettez-moi de vous le dire, c'est tout de même l'aspect assez mesuré de votre réflexion sur cette affaire. Alors,
D'aucuns pourraient penser que suite aux démêlés qui ont été les vôtres avec dans l'affaire des assistants parlementaires ou encore ceux de Marine Le Pen, votre réserve, entre guillemets, s'explique par la situation dans laquelle vous êtes également. Oui, pas seulement mes démêlés, comme vous dites, ou ceux de Marine Le Pen, mais pratiquement ici toutes les formations politiques et pratiquement tous les députés, qu'ils soient d'ailleurs membres du groupe que préside Marine Le Pen ou pas, ou d'autres groupes, dits eurosceptiques, c'est-à-dire qui s'opposent à l'euromondialisme, font l'objet à un titre divers de persécution. Persécution personnelle, persécution du groupe, persécution dans leurs associations politiques au niveau européen, qui s'octroient de grasses subventions, parce que le Parlement européen, c'est quand même un petit peu le grand gala de bienfaisance au profit de qui? Au profit des organisateurs de galas, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les groupes politiques constitués ici ont des associations, des fondations qui perçoivent des subventions très importantes. Deux poids, deux mesures pour vous alors? Oui, absolument, je l'affirme. Deux poids, deux mesures. Et alors, je crois qu'il ne peut pas être fait de parallèle avec l'affaire de M. et Mme Fillon pour une raison très simple. Il n'est pas reproché à nos assistants parlementaires de n'avoir pas travaillé. Il leur est reproché, ce qui est mirobolant, d'avoir trop travaillé. C'est-à-dire, au scandale, c'est qu'en plus de leur travail salarié, ils étaient également des militants du Front National. Oui, nous choisissons plutôt nos assistants parlementaires au Front National qu'au Parti Socialiste. Et oui, s'ils ont effectivement travaillé à notre cause, en plus de leur qualité intellectuelle, professionnelle ou de sérieux, c'est évidemment un point supplémentaire. Alors qu'il s'agisse de moi, on reproche à mon assistant d'avoir coopéré également avec Jean-Marie Le Pen, ce qui est absolument fou, qui ne se verrait nulle part ailleurs. Nous étions 3 députés non inscrits et évidemment on travaillait en poule pour surveiller le travail de 18 commissions parlementaires et émettre 21 000 votes. Mais je vois que toutes les imbécilités et toutes les saloperies se déversent d'ailleurs sur nous, avec le grégarisme qui caractérise la profession de journaliste, permettez-moi de vous le dire. Parce que, par exemple, on dit « le Parlement réclame ». À M. Gollnisch, à Mme Le Pen. Le Parlement, non. Un fonctionnaire issu d'un groupe politique qui nous est hostile, le secrétaire général, M. Welle, sur ordre du président socialiste, l'ex-président socialiste, M. Schulz. Ça, c'est la vérité. Deuxièmement, et dans le cours de cette procédure, le Parlement, entre guillemets, vient d'être désavoué par la commission des affaires juridiques qui, elle, est composée de parlementaires. Jusqu'à preuve du contraire, je représente autant et même plus le Parlement que M. Welle, parce que moi, je suis élu par les citoyens. Bon, pas le secrétaire général de cette institution partisane et politique. Bon, deuxièmement, on dit, moi j'ai vu à propos de Marine Le Pen, mais M. Légier, par exemple, était son garde du corps. M. Légier est tout sauf un imbécile au front bas. M. Légier assurait effectivement en partie la sécurité de Marine Le Pen, il répondait au téléphone, il prenait ses rendez-vous, il l'assistait de multiples façons, mais l'assistant parlementaire n'est pas un fonctionnaire du Parlement, son rôle est défini par le député. Et il est évident que dans la situation de Marine Le Pen, quand elle vient à Bruxelles ou à Strasbourg, il y a un problème de sécurité qui se pose. Et moi je dis clairement, s'il me prenait la fantaisie de prendre comme assistant parlementaire le clochard du coin, parce que je considère que ces conseils ont plus de valeur à mes yeux et plus de bon sens que celui de l'énarque, ce serait de ma responsabilité et de mon choix, et pas du choix de M. Welle, de M. Cléty ou de je ne sais quel autre fonctionnaire de cette institution. Alors en parlant d'énarque, Bruno Gollnisch, Emmanuel Macron, énarque a lui également le vent en poupe actuellement. La campagne, selon lui, semble se diviser de la façon suivante. En tout cas, la grande dichotomie de cette présidentielle, c'est d'un côté entre les partisans des sociétés fermées que vous représenteriez, vous et votre mouvement politique, et de l'autre côté, les partisans d'une société ouverte. Alors, M. Moscovici, ex-ministre des Finances, actuellement commissaire européen, tient à peu près le même constat. Il dit que Marine Le Pen ne pourra jamais être présidente de la République, et lui aussi est sur cette ligne. Alors, vous êtes donc le partisan d'une société
société fermée. Société fermée. J'ai dirigé une faculté où l'on enseignait 27 langues et civilisations étrangères. Je suis donc un homme de grande fermeture. Bon, mais je vois que c'est vrai, M. Moscovici est partisan de la société ouverte. Je pense qu'il traduit là le concept de M. Soros, d'Open Society, en quelque sorte. Bon, qui se ressemble, s'assemble, il n'y a pas de problème. Là, il y a une grande unité de vue chez les mondialistes. Je crois que ce concept de société ouverte, mais de société ouverte jusqu'à quel point, est en fait un concept totalitaire. C'est celui qui, comme nous l'a appris, nous l'a montré, nous l'a démontré, nous le savions déjà, l'excellente conférence qui a été faite hier, ici, dans l'enceinte de ce Parlement, par M. Hervé Juvin, publiciste, économiste, etc., cette prétendue ouverture traduit en réalité la volonté d'aboutir à un être humain détaché de ses appartenances nationales, religieuses, spirituelles, culturelles, je dirais même sexuelles. Et en réalité, c'est un projet totalitaire. La vraie liberté, c'est celle de l'homme, quand je dis l'homme, ça comprend évidemment les femmes, enraciné dans sa famille, enraciné dans sa culture, dans sa société, dans ses appartenances nationales, dans sa spiritualité. Bien sûr. Lévi-Strauss avait raison alors quand il disait qu'il ne peut y avoir de civilisation, qu'il peut y avoir une civilisation que dans la mesure où il y a pluralité de civilisations. Oui, oui, il n'y a deux civilisations avec un grand C que s'il y a plusieurs civilisations avec un petit c, bien sûr. Et ces civilisations ne sont pas toutes égales entre elles, ça dépend sous quel rapport. J'avais dit un jour, au moment où il y avait eu toute une polémique sur l'inégalité des cultures, j'avais été interrogé par Canal+, évidemment, puisque on m'avait dit, mais est-ce que vous considérez que toutes les cultures se valent? J'avais dit non, elles ne se valent pas toutes, mais elles ont toutes droit de citer. Et ce n'est pas à moi d'imposer à autrui de choisir ma culture plutôt que la sienne. Mais j'avais dit, par exemple, je pense que l'orchestre symphonique est supérieur au tam-tam. Mais j'avais ajouté, je pense en revanche que la façon dont les Africains traitent leurs anciens est très supérieure à la façon dont nous les traitons, nous. Évidemment, la deuxième phrase a sauté à la diffusion du petit journal de Canal+. Mais qu'est-ce qui vous a choqué, Bruno Gollnisch? Vous parliez d'une émission que vous aviez vue avec M. Moscovici et des propos qui... Ah, ces propos, j'ai là ces propos, ils sont quand même extraordinaires. Il faut les lire. Là, je cite ces propos tenus le 18 janvier chez Café Babel. Alors, je cite, « Il y a des sujets sur lesquels la Commission est plus forte. Sur les sujets financiers, européens et internationaux, la Commission est beaucoup plus puissante. Être commissaire, c'est incontestablement avoir plus de poids que d'être ministre. Être commissaire européen, c'est une sorte d'accomplissement. Désormais, j'ai la sensation d'être au cœur de la machine. À la Commission, on a une plus grande liberté qu'un ministre, donc je prends mon pied. C'est la plus belle mission que j'ai eu à faire de ma vie et je m'y éclate. » Écoutez, si nous disions, si nous proférions de façon un petit peu moins enthousiaste, évidemment, et plus critique, les propos de M. Moscovici à propos du pouvoir de la Commission européenne sur la vie de chacun d'entre nous, on nous accuserait de conspirationnisme. Et pourtant, voilà, ça sort de la bouche du lion. Alors, conspiration, est-ce qu'il n'y en a pas une à propos du CETA? Parce que ce mois de janvier qui vient de se terminer, les institutions européennes ont fait un pas de plus vers la reconnaissance du CETA. Vous êtes satisfait? Non, bien sûr. Je crois que ce traité est rejeté, ce traité transatlantique, ce traité avec le Canada, qui est évidemment un cheval de Troie, puisqu'il y a pour le moment également un libre-échange, un accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Par conséquent, nous n'avons aucune garantie en ce qui concerne les produits qui seraient exportés du Canada. Ce traité de libre-échange, un de plus, et rencontre une opposition manifeste, de plus en plus éclairée, de la part des peuples, mais il n'empêche que la majorité de mes collègues au Parlement européen s'assoient sur
le rejet des peuples. Ça n'est pas la première fois, ça n'est malheureusement pas la dernière. Il faut qu'ils soient prudents quand même parce que le Brexit, par exemple, les a ramenés un peu plus de modestie. Alors, autre partisan des sociétés fermées, si on en croit tout de même la majorité des médias, c'est M. Trump qui, dans ses premières mesures, a choqué. Il vous a choqué, Bruno Gollnisch, M. Trump, dans ses premières décisions? Ça choque, effectivement, ça choque. Et je vois bien, nos médias sont indignés, Libération, etc. Comment voilà un candidat de droite à une élection qui, une fois élu, applique le programme sur lequel il a été élu. Ça nous change du tandem Sarkozy-Fillon. C'est parce qu'il tient ses promesses qu'il déçoit, alors, à votre avis? Oui, je le crois. Alors, il y a une mesure qui choque particulièrement. Alors, il y a plusieurs mesures. Bon, il a nommé un juge qui est hostile à l'avortement. Ce juge est un juriste extrêmement réputé, extrêmement scrupuleux, respectueux de la Constitution américaine et qui n'en tire pas, comme d'autres, quantité de principes. Bon, c'est très important. D'autre part, il a pris une mesure tendant à un moratoire, en quelque sorte de 3 mois, sur l'afflux d'étrangers aux États-Unis venant de 7 pays musulmans, certes, mais 7 pays qui sont aussi assez troublés sur le plan politique. Alors tout le monde s'indigne. Tout le monde s'indigne. C'est pratiquement Adolf Hitler est de retour. Si Adolf Hitler s'était contenté de refuser l'entrée du territoire allemand à un certain nombre d'étrangers, je pense qu'on n'en parlerait pas aujourd'hui comme on le fait. Bon, en réalité, c'est le droit des États-Unis d'Amérique de décider quels étrangers ils acceptent ou n'acceptent pas. Alors on me dit, oui, mais il y a des terroristes qui peuvent venir d'autres pays, il y a même des terroristes qui peuvent être américains, de nationalité américaine. Oui, c'est vrai que moi, je n'aurais pas fait exactement le même choix de pays que celui qu'a fait M. Trump. C'est-à-dire par exemple, je pense qu'il y a des pays peut-être comme, je ne sais pas, comme le Pakistan ou l'Arabie Saoudite sont autant à même, si j'ose dire, de fournir des terroristes, à leur corps défendant peut-être, hein, à leur corps défendant, je ne le dis pas, mais par exemple, l'Iran, qui ne participe pas, en tout cas pas depuis 10 ou 20 ans, à des actions terroristes que je sache. Maintenant, c'est la responsabilité des États-Unis d'Amérique, c'est la responsabilité de M. Trump. Alors on nous dit il y a des manifestations, alors on nous montre une manifestation, j'ai vu ça à la télévision, devant la Maison-Blanche, il y a 100 pelés qui manifestent à la Maison-Blanche. Bon, et 3 tondus. Et 3 tondus. Ici aussi à Bruxelles, on a vu une manifestation bigarrée la presse a titré « Les Bruxellois manifestent contre Trump ». C'est ça, les Bruxellois manifestent. Quand on voit la teneur de l'article, on voit que même en gonflant les effectifs, c'est très difficile d'aller au-delà de 300, c'est-à-dire de la clientèle habituelle de l'extrême gauche. Donc ça ne me paraît pas très sérieux, d'autant plus que les sondages donnent une majorité en faveur des mesures de Trump. Maintenant, ceci étant, chacun prend ses responsabilités. M. Trump s'expose, évidemment, dans le domaine des relations internationales, à des mesures de rétorsion réciproque. S'il va au-delà de ces 3 mois pour mieux organiser le filtrage des gens qui viennent aux États-Unis d'Amérique, il est très possible, par exemple, que certains des États qui sont visés refusent l'accès de leur territoire aux citoyens américains. Nous sommes dans le domaine des relations internationales et du principe de la réciprocité. On peut tout de même se poser des questions, Bruno Gollnisch, sur la capacité du mouvement auquel vous appartenez, on va dire du pôle souverainiste au sens large, à pouvoir lutter quand même contre la mondialisation. J'en veux pour preuve une brève dernièrement que nous avons lue dans la presse. Monsieur Dietmar Hornung, qui est le directeur général adjoint de l'agence de notation Moody's, a déclaré qu'en cas de présence de Marine Le Pen au second tour, eh bien, la note de la France serait dégradée et que cette note de la France serait de nouveau réévaluée à la hausse en cas de victoire de M. Macron, de M. Fillon. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre le pouvoir des marchés ? Moi, je crois que ces agences de notation tombent à la limite sous le coup de la loi pénale pour la diffusion d'informations de nature à nuire au crédit de l'État, puisque c'est en fonction de ce que racontent ces énergumènes que sont fixés les taux d'intérêt de notre pays qui est absolument surendetté à hauteur de 2500 milliards d'euros ou de dollars, je ne sais plus. Bon,
C'est extravagant, ça démontre, les manœuvres de la haute finance internationale. Je pense ces agences de notation, tiens, agences de notation sur lesquelles aussi M. Marc Ladrette de la Charrière, le propriétaire de la revue des Deux Mondes, a fait également une partie de sa fortune. Moi, je crois que c'est un système qui doit être combattu par tous les moyens, voilà, et qui n'a pas droit de citer. C'est le général de Gaulle, dont je ne suis pas forcément un adepte, serait-ce à titre posthume, qui disait, mais à juste titre, que la politique de la France ne se fait pas dans la corbeille. Il parlait de la corbeille de la bourse. Voilà, je crois que le mépris qu'il exprimait à cette occasion-là est toujours d'actualité. Alors, à propos justement des marchés, on disait que l'Angleterre allait souffrir à cause du Brexit, que les entreprises allaient partir en pagaille. Vous êtes toujours d'accord avec cela? Non, c'est un mensonge de plus. Il y a une étude récente qui montre que, faite sur 254 investisseurs étrangers, qui montre qu'il n'y en a que 14% qui sont préoccupés par le Brexit, que pour la moyenne de tous ces investisseurs étrangers, cette question ne vient qu'en 3e rang de leurs préoccupations. C'est de l'intox alors, encore une fois, pour oui, vous, c'est de l'intox, oui, c'est du mensonge, oui. Oui, c'est la poursuite de l'intox que l'on a essayé d'insuffler au peuple britannique avant le vote. Et cet intox ne se vérifie pas dans les faits. Donc même pas peur. Et alors, est-ce que vous mettriez alors cette information pour concourir au Bobard d'Or, puisqu'il va y avoir le 6 février, le vote pour les Bobards d'Or. Il y a 10 bobards à choisir. Les internautes choisissent, ils vont sur le site, ils tapent dans leur moteur de recherche Bobard d'Or. C'est une initiative très heureuse de Jean-Yves Le Gallou, qui fut député ici, et qui prend un malin plaisir, entre autres choses, à côté de son excellent site Polémia, qui prend un malin plaisir à stigmatiser en quelque sorte les mensonges les plus éclatants, voilà, et qui s'inspire de la cérémonie des Césars ou des Oscars pour remettre le Bobard d'Or. Alors j'incite nos amis à aller sur ce site et comme je l'ai fait moi-même l'année dernière, mais à assister à la remise de ces Bobards d'Or, qui est une cérémonie assez roborative et qui nous venge de bien des mensonges et de bien des intoxications. Bruno Gollnisch, merci. Merci Bruno Gollnisch.